Salut les polyglottes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu particulière puisqu'il va s'agir d'une étude de cas sur un défi que je m'étais lancé avant de partir en Israël fin janvier, qui était d'apprendre autant que possible l'alphabet hébreu en une semaine. Alors, qu'allez-vous trouver dans cette vidéo? Vous allez trouver ce que j'appelle une étude de cas, c'est-à-dire je vais vous montrer comment je m'y suis pris personnellement derrière les coulisses pour apprendre l'alphabet hébreu. Donc vous allez voir comment je m'y prends, ça va vous donner un aperçu de mes méthodes, de ce que vous pouvez trouver par exemple dans mes formations. Et comme ça, vous allez pouvoir vous en inspirer, par exemple si vous apprenez l'hébreu ou pas, enfin par exemple si vous apprenez un autre alphabet, tout simplement vous allez pouvoir réinjecter ça dans votre apprentissage. Ce que vous ne trouverez pas en revanche dans cette vidéo, c'est un cours magistral sur l'alphabet hébreu, parce que mon parti pris, c'est de vous le présenter du point de vue d'un débutant qui découvre un nouvel alphabet. Donc ne vous attendez pas à un cours sur l'alphabet hébreu, même si évidemment ça peut vous intéresser si vous apprenez cette langue et si vous voulez maîtriser l'alphabet. Donc l'objectif que je m'étais fixé, c'est pas forcément d'apprendre l'hébreu de manière sérieuse sur le long terme, c'est simplement que j'allais dans un pays dont je ne maîtrisais pas l'écriture et je trouvais ça un peu frustrant de ne rien comprendre à l'écrit. Par exemple, comparativement au Japon où j'arrive à comprendre des choses, ou même quand je suis allé en Grèce, je connaissais l'alphabet grec, je suis jamais allé en Russie, mais si j'y vais, je connais un peu l'alphabet cyrillique, donc je pourrais au moins ne pas être complètement illettré et repérer des choses. Et l'idée, c'était simplement de pouvoir repérer des informations essentielles, par exemple le nom des villes sur les panneaux, des informations dont je pouvais avoir besoin pour me repérer, même pour de la nourriture. Voilà, les choses simples pour ne pas être totalement perdu, parce que, comme c'est souvent le cas en voyage, on s'attend à ce que tout soit marqué en anglais, alors que c'est franchement pas le cas. Alors, première étape dans mon apprentissage, c'était découvrir ce qu'est l'alphabet hébreu. L'alphabet hébreu, donc, est un alphabet, plus précisément un alphabet consonantique, ou aussi appelé abjad. Donc, le principe d'un alphabet consonantique, c'est que c'est un alphabet où les lettres sont toutes, ou presque, on va le voir, des consonnes. Donc ça va dériver de l'alphabet phénicien, enfin voilà, des alphabets du Proche-Orient d'il y a plusieurs millénaires, qui se sont inspirés en l'occurrence de l'écriture égyptienne en la simplifiant, en la rendant plus phonétique, pour faire correspondre les lettres avec les sons. Et donc ça donne un alphabet où tout est noté avec des consonnes et où de base les voyelles n'apparaissent pas. On va découvrir à présent l'alphabet hébreu qui s'appelle parfois Aleph-Bet. Parce que de la même manière que alphabet, ça vient des deux premières lettres de l'alphabet grec, eh bien, les Israéliens vont parfois appeler leur alphabet Aleph-Bet parce que les deux premières lettres sont Aleph et Bet. Donc comme on l'a dit, c'est un abjad, donc on ne va trouver que des consonnes à l'intérieur. Il y a 22 caractères que vous voyez ici, en plus de 1, 2, 3, 4, 5 autres qui vont servir de consonnes sophites, c'est-à-dire finales. Si vous avez déjà fait de l'arabe, vous savez que les lettres peuvent changer de forme en fonction de leur position dans le mot. Ici, c'est pareil, il va y avoir des consonnes finales. Alors, je vais vous montrer ça avec mon stylet. D'ailleurs, pour l'info, j'avais eu un souci, j'avais plus de piles dans le stylet et je m'en suis rendu compte juste avant de faire la vidéo. J'ai dû acheter en catastrophe des piles quadruple A. Je savais même pas que ça existait, maintenant c'est le cas. Alors, sur ces 22 caractères, on va les passer en revue. Donc la première, c'est Aleph, qui ressemble à un A, mais c'est pas vraiment un A. Ça peut être prononcé comme un A, mais on va le voir, la prononciation des voyelles est assez subtile. Ensuite, Bet, qui peut se prononcer B ou V. Ensuite, Gimel, qui va se prononcer G. Alors, déjà, vous allez peut-être trouver quelque chose, c'est que même si ça ressemble pas beaucoup à l'alphabet latin, en réalité, il y a une logique qui n'est pas si éloignée. Et ça, c'est important parce que si vous comprenez ça, ce sera plus simple par la suite de retenir cet alphabet. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Parce que si vous connaissez l'alphabet grec, vous savez que les premières lettres, c'est alpha, bêta, gamma, A, B, G. Et bien là, c'est pareil. A, B, G, alpha, bêta, gamma, delta, même après D. Et il se trouve que la quatrième lettre de l'alphabet hébreu est Dalet, qui est un D. Et ça, c'est très puissant parce que ça va vous permettre de bien retenir l'alphabet. Donc, alors, Aleph, je vais pas mettre quoi que ce soit parce que ça peut être un arrêt glottal, c'est-à-dire un coup de glotte, on s'arrête en plein milieu d'un mot, ou alors ça peut être une voyelle. Après, Bet, ça peut être B ou V, Gimel, ça va être G, Dalet, D, He, ça va être le son H aspiré, comme en anglais,
Vav, ça va être le son V, ou ça peut être aussi une voyelle, mais bon, en tant que consonne, c'est un V. Zayin, qui va être un Z. Chet, que je vais écrire CH, bah, c'est un petit peu comme en allemand. On va le voir dans la partie phonétique, c'est vraiment le son guttural à R. Tet, qui est un T. Yod, qui est un... Alors je vais l'écrire J, ça ne se prononce pas comme un J, hein, c'est plutôt Yod comme en allemand. En allemand, on appelle Yod, et c'est un son Y. Donc gardez bien ça, c'est un peu comme un Y en fait. Après il y a Kaf ou Raf, qui va être soit un K, soit le son CH. Donc oui, parfois il y a des consonnes qui font double emploi. Après Lamed, qui va être un L. Mem, qui va être un M. Nun, qui va être un N. Samer, qui va être un S. Aïn, alors ça va être plutôt utilisé pour faire des voyelles. Si vous connaissez le Aïn en arabe, dans certains dialectes de l'hébreu, ils le prononcent comme ça, mais en hébreu standard moderne, on ne le prononce pas du tout de la même façon. On va juste l'utiliser pour faire des voyelles. Après le P, qui peut aussi se prononcer F. Tzadik, qui va se prononcer comme Tse. Kof, ou Kouf ici, qui va se prononcer comme un K. Resh, qui va se prononcer comme un R. Shin, qui peut se prononcer soit Ch, soit Se, en fonction de l'accent qu'il va y avoir dessus. Alors, Tav, qui va se prononcer comme un T. Et là, on va arriver à toutes les consonnes dites sophites, qui vont être des variantes à la fin d'un mot. Donc, on retrouve les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a le Kaf ou le Raf sophite, donc celui-là qui va correspondre à ça, que Re en fin de mot. Le Mem sophite qui va correspondre au M, donc à la consonne Mem. Le Nun sophite qui va correspondre à un Ne, donc au Nun. Le Fe ou P sophite qui va correspondre à cette consonne, donc P ou Feu. Et Tzadik qui va correspondre évidemment à cette consonne, le Tse. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est que c'est pas très compliqué. Honnêtement, on retient très vite, en quelques jours, on peut retenir les caractères. Mais évidemment, la difficulté principale, je vais pas vous le cacher, ça va être qu'il n'y a pas de voyelle. Et ça, c'est très déroutant quand on est habitué à des alphabets qui en comprennent. Ou à des syllabaires qui ont consonne plus voyelle. Et donc, ça va être, à mon sens, la principale difficulté de l'hébreu, qui fait que il va falloir travailler là-dessus. Sachant qu'en réalité, les voyelles s'ajoutent aux consonnes, ou parfois certaines consonnes vont être détournées, si on veut, pour servir directement de voyelles. Alors ça va être la difficulté. Cela étant dit, concernant la prononciation, j'ai pas trouvé ça très compliqué, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pourquoi vous parlez de phonétique avec l'alphabet? C'est parce que c'est essentiel à voir dès le départ. Parce qu'une langue, ça s'écrit, donc l'intérêt de l'alphabet, mais aussi ça se prononce, ça se parle, ça s'écoute, bref, il faut comprendre aussi à l'oral. Et l'avantage d'un alphabet, c'est qu'il va y avoir une liaison entre écriture et prononciation. Donc c'est le moment rêvé pour voir la prononciation de l'hébreu. Là, je voudrais vous montrer rapidement comment faire ce que j'appelle une analyse phonologique d'une langue, c'est-à-dire simplement voir quels sont les sons à l'intérieur. Et il se trouve que Wikipédia a un article très bien fait avec les lettres de l'hébreu. Donc là, vous voyez la première lettre Aleph, et à chaque fois avec les sons. Je vais pas vous faire tous les sons. Alors sachez en tout cas que les plus importants, ça va être ceux dans cette colonne, parce qu'il y a des variantes, mais qu'on n'utilise pas en hébreu standard moderne. Donc voilà, allez toujours à l'essentiel, et faites en sorte de n'utiliser que ce qui vous sert réellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez la peine de regarder dans le détail, il n'existe pas vraiment de son qui n'existe pas en français. Alors celui-là, comme je vous ai dit, Aïn, il existe en arabe et c'est un son guttural, mais en hébreu standard moderne, il ne se prononce pas vraiment. Alors, ce qui va être intéressant, je vais prendre un exemple, c'est celui-là qui peut vous faire un peu peur. Donc ça va être celui-là, le Chet. Et si vous regardez, ça c'est un son qui fait à peu près R. Et en fait, il existe en français. Et ça, je voulais vous montrer, c'est une petite pépite, c'est que parfois, on ne se rend pas compte qu'il existe qu'on connaît déjà des sons. Et en fait, c'est un son de R plutôt guttural, et c'est celui que vous allez avoir dans propre, ou dans tarte, ou dans arthrite, ou dans tartre, vraiment ce R, comme dans sira en hébreu.
Et donc avec ça, très facilement, vous allez pouvoir voir que l'hébreu ne présente pas de difficulté particulière. Par exemple, le R, c'est quasiment celui du français. Enfin, j'ai pas entendu de différence avec notre R français. Sur les voyelles, ça va être un petit peu différent. J'ai remarqué, elles se prononcent souvent un petit peu plus en arrière dans la bouche. Mais en tout cas, avec cet article sur l'alphabet, eh bien, vous pouvez très facilement voir à quel son correspondent chaque lettre. Et comme ça, vous allez pouvoir lire des choses et savoir exactement comment ça se prononce. Alors concrètement, une fois qu'on a vu l'écriture et la prononciation, comment je me suis pris pour arriver à retenir tout ça? Alors je me suis basé sur plusieurs ressources que je vais vous présenter. La première, c'est ce cahier d'écriture de chez Assimil, qui appartient en fait à ma copine qui a appris l'hébreu avant moi, et donc j'ai pu utiliser les ressources qu'elle avait. Donc vous voyez, l'intérêt c'est que vous avez d'abord une présentation des lettres, je vais arriver à les trouver. Voilà, comme ça, donc vous avez un topo sur les lettres d'où elles viennent, ce qui est bien pour les comprendre en fait avant de les retenir. Et ensuite, vous avez le cas classique du cahier d'écriture où vous avez des lignes à tracer, ce qui est bien parce que ça permet de se familiariser. Donc vous avez des lettres seules, vous avez après des mots, etc., etc. Donc ça, c'est une bonne ressource parce que ça permet de pratiquer. Parce que je suis assez kinesthésique dans mon apprentissage, donc j'ai besoin, par exemple pour l'alphabet, de voir les choses, mais aussi de les écrire, parce que ça me permet de les retenir. J'ai utilisé ça, ensuite j'ai utilisé les applis mobiles, j'ai tenté Drops par curiosité, parce que c'était une bonne occasion de le découvrir. Alors Drops, c'est une appli ludique, comme il y en a tant d'autres, comme Duolingo, ou voilà, tant d'autres. Alors ça, c'était pas mal, mais je m'en suis pas trop servi, dans la mesure où ça reste pour moi trop simple. Alors ça, c'est ce que je reproche aux applications ludiques, c'est que oui, c'est sympa à utiliser, le système avec les gouttes qu'on va pousser sur son écran est ludique, mais au-delà de ça, je trouve qu'il manque des bases théoriques pour bien comprendre ce qu'on fait. Après, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a un système qui permet de tracer les caractères sur son écran, et ça, c'est pas mal pour les retenir. Je me suis surtout, par contre, servi de Memrise, qui est une application dont je vous ai déjà pas mal parlé, qui permet de retenir le vocabulaire, avec un paquet de cartes mémoire, avec les lettres, que ce soit en alphabet d'imprimerie, en caractère d'imprimerie, ou en caractère cursif, c'est-à-dire pour l'écriture à la main, avec quelques mots pour se familiariser avec tout ça. Donc ça, je m'en suis pas mal servi. Et ce que j'ai fait, c'est que pendant les premiers jours, j'ai appris entre 4 et 5 lettres par jour. Donc, comme on l'a vu, c'est un alphabet de 22 caractères. Donc, en quelques jours, on peut très vite balayer l'ensemble des lettres de l'alphabet hébreu. Qui dit objectif dit faire des actions précises pour l'atteindre. Donc, mon objectif, c'était pas vraiment de connaître l'hébreu par cœur, c'était simplement de pouvoir le lire sur des panneaux. Donc, je me suis surtout concentré sur l'écriture d'imprimerie, donc pour pouvoir lire tout ça, et très peu sur l'écriture cursive, parce que finalement, j'ai pas eu à écrire de lettres, ou alors parfois c'est écrit en écriture cursive à la main sur par exemple des tableaux à l'entrée des restaurants ou autres, mais ça c'était vraiment pas ma priorité. Donc je l'ai vu un peu par acquis de conscience, parce que c'est pas très compliqué une fois qu'on maîtrise les caractères d'imprimerie. Si vous apprenez l'hébreu, je vous conseille aussi de vous concentrer dessus, de ne pas faire l'impasse dessus. Après, pour mon objectif, c'était secondaire, donc ça n'a pas été une priorité dans mon travail. Maintenant qu'on a vu ça, je vais vous présenter quelques spécificités de l'alphabet pour que vous ayez un aperçu de ma démarche qui m'a permis de décoder ça et de mieux comprendre ce que je lisais. Là, je voulais prendre un peu de temps pour vous faire une démonstration rapide de l'alphabet pour bien comprendre quelles vont être les difficultés, donc les points sur lesquels il va falloir travailler. Alors, je prends un exemple avec un mot, qui est en fait en réalité 3 mots, avec les lettres suivantes. Dalet, Vav, Dalet, donc DVD. En fait, il se trouve qu'avec simplement cette écriture, on va pouvoir faire 3 mots différents. Le premier, ça va être Dod, et en fait, on voit qu'il y a un petit point sur le Vav, et en fait, le Vav, ici, ne va pas être un V. Et ça, quand j'ai compris ça, ça m'a fait une révélation, parce que je l'avais trouvé ça très bizarre. En fait, avec ce petit point au-dessus, ça devient un O. Donc ça se prononce Dod. Ou alors, on va avoir Doud. Et là, cette fois, le point va être ici, à gauche du Vav. Donc on a Dod et Doud, qui veulent dire respectivement, Dod c'est un oncle, Doud c'est un chauffe-eau, mais il n'y a pas que ça. Et là, ça va être vraiment le truc qui va vous retourner le cerveau.
Avec les 3 mêmes lettres, on va même pouvoir dire David. Et ça, c'est fou. Et en fait, on va voir qu'avec ce symbole-là, c'est-à-dire la petite barre avec un point en dessous, le D, enfin le dalet va se prononcer da. Et là, il y a un point en dessous du vav. Et là, le truc fou, c'est que ça va pas se prononcer comme une voyelle, mais bien comme une consonne plus une voyelle. En l'occurrence, I. Donc ça va faire da, vi, de. Et c'est ça que j'ai trouvé assez compliqué d'approche, c'est que ça montre bien qu'à partir du moment où il n'y a pas ces voyelles, ce qu'on appelle des nikoud en hébreu, des petites annotations qui vont vous indiquer les voyelles, il y a le même système à peu près en arabe, eh bien ça peut être assez difficile et source d'erreur. Et c'est là à un moment, j'ai compris comme ça que les consonnes en hébreu peuvent servir de voyelles. Là, je vais prendre un exemple, c'est le mot toda, qui veut dire merci. Alors, j'ai écrit la transcription de la droite vers la gauche, parce que l'hébreu se lit de la droite vers la gauche. Et on a donc un T. Alors là, comme je l'ai dit, le V se prononce en réalité O, parce qu'il y a le petit point au-dessus. Donc to. Là, on a un D avec cette espèce de barre, de petit T en fait, qui indique que c'est un A. Et là, c'est assez bizarre, j'ai mis longtemps à comprendre. Là, c'est un He, mais sauf que quand on va placer un He tout seul après un A, ou parfois après un E, ou enfin ce genre de son, il ne se prononce pas. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre. Et en fait, il faut avoir l'habitude des mots pour bien comprendre la logique de l'hébreu pour pouvoir lire. Donc ce mot se lit Toda. Et la difficulté que j'ai vue, c'est que ces consonnes qui vont devenir des voyelles, ça peut devenir différentes voyelles, comme vous l'avez vu avec O ou OU, dans Do de oncle et DOU de chauffe-eau. Et là, par exemple, j'ai noté à chaque fois avec les voyelles et sans les voyelles. Et on a le mot, par exemple, ahava. Donc ici, le aleph va se prononcer comme un A. On a aussi le mot émet, où cette fois, le aleph va se prononcer comme un E, émet, vérité. Il y a aussi le mot lo, où cette fois, le aleph va se prononcer comme un O. Et enfin, dans le mot ima, mère, on a toujours le aleph, sauf qu'il a un autre point, et va se prononcer comme un I. Donc on voit bien un exemple avec une seule lettre, on peut avoir 4 voyelles différentes. Et c'est ce qu'on appelle le principe de mater lectionis dans le jargon, avec une consonne qui va servir à porter une voyelle. Et aussi, j'ai vu comme difficulté le fait que parfois il y a des consonnes qui ont l'air de faire double emploi. Donc je sais que les linguistes de l'hébreu vont hurler en entendant une chose pareille, mais bon, moi encore une fois j'ai une approche pratique et j'ai vu ça. Et en fait, on peut voir la même chose, le son T va être noté avec tête et avec tav. Le son que avec kaf et avec kof. Le son re avec raf et avec ret. Alors ça c'est assez simple quand on lit les choses parce que du coup on a plus de chances de tomber sur la bonne prononciation, mais peut-être que si vous voulez apprendre l'hébreu et écrire, il va falloir faire très attention à ça et être très attentif à ne pas utiliser la mauvaise lettre par erreur. Ou alors une autre difficulté que j'ai repérée, c'est sur ces signes diacritiques, ces petits points là, qui ne veulent pas dire qu'il y a une voyelle, attention, on appelle ça des dagesh, et ça va indiquer la prononciation de la consonne. Alors c'est très simple, comme vous pouvez regarder dans les exemples ci-dessous. À partir du moment où c'est indiqué, il n'y a aucune ambiguïté. Par exemple, la consonne shin, s'il y a un petit point à droite, ce sera sh, et s'il y a un petit point à gauche, ce sera se. Sauf que, bien souvent, quand vous voyez de l'hébreu écrit, eh bien, ils n'ont pas pensé à mettre ces points. Donc ça fait qu'on peut avoir, par exemple, cette consonne, le shin, sauf que vous ne savez pas du tout s'il s'agit d'un sh ou d'un se. Cette consonne, le kaf, et s'il n'y a pas le point, ça se prononce re, s'il y a le point, ça se prononce que. Et si en fait aucun signe diacritique n'est indiqué, en fait vous ne savez pas du tout si c'est un re ou un que. Pareil avec la lettre bet, eh bien s'il n'y a pas le point, si rien n'est indiqué, vous ne savez pas si c'est un v ou un b. Et ça peut être très compliqué pour la lecture parce que ça laisse énormément d'ambiguïté qui impose de connaître en amont le vocabulaire. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une écriture très contextuelle parce que en fait il faut exactement connaître le contexte dans lequel vient le mot, comme ça on le reconnaît, et comme ça on sait comment il se prononce. Je vous ai pris un exemple très parlant, c'est
bvakasha, qui veut dire s'il vous plaît, ou qui peut vouloir dire je vous en prie, de rien. Et c'est vraiment très intéressant parce que là, par exemple, on a deux fois le bet, le B, sauf qu'il y a un moment où il y a un point, donc il va se prononcer B, et l'autre moment où il n'y a pas de point, donc ça se fait V, bva, bvakasha. Et après, on a le shin, où il y a le point à droite, donc on sait que ça se prononce ch, mais s'il n'est pas noté, on ne sait pas. Et je trouvais que c'était un mot très intéressant parce qu'il présente plusieurs ambiguïtés, et si on ne le connaît pas, on ne sait pas si c'est bve, vbe, bebe, que ce, enfin voilà, on ne sait pas comment ça se prononce, il faut le connaître en avance. Malgré tout, en fait, je m'en suis plutôt bien sorti parce qu'avec le contexte, une fois qu'on sait comment s'écrit un mot, eh bien, j'ai pu rapidement reconnaître des noms, enfin vraiment en les lisant très facilement sans aucune difficulté, malgré eh bien tous les problèmes qu'on a vus. Par exemple, les noms de lieux, parce que quand je voulais prendre un car, parce qu'il y a beaucoup de cars là-bas, il y a des trains, mais parfois un peu moins, enfin, il y a des zones où il n'y a pas de train. Partout où je me dirigeais, je pouvais reconnaître les noms. Là, par exemple, Tel Aviv, Yafo. Tel Aviv, c'est ici, c'est-à-dire la colline du printemps d'ailleurs, et Yafo, c'est ce qu'on appelle Jaffa, la ville qui est collée à Tel Aviv. Ou alors Jérusalem, Yerushalayim, Eilat, donc dans le sud du pays, ou Akko, qui est la ville qu'en français on appelle Acre. Ça peut être de la nourriture, parce que ça je l'ai vu revenir sans arrêt, parce qu'il fallait bien que je me nourrisse tous les jours, avec les trucs les plus classiques. Par exemple, j'arrive très bien à lire falafel, hummus, donc les deux nourritures que vous allez sans doute manger le plus souvent en Israël ou dans les pays voisins. Aussi café ou thé pour les boissons. Il y a aussi des choses que j'ai vu revenir assez souvent, par exemple Yetziya, qui veut dire la sortie, donc c'est pratique par exemple pour sortir d'une gare ou d'un aéroport. Shirutim, les toilettes, ce qui te permet aussi de demander assez facilement des choses comme Sirha, Eifoha Shirutim, Vakasha, excusez-moi, où sont les toilettes s'il vous plaît. Et ça, le dernier, je l'ai vu beaucoup dans les cars. C'était affiché sur l'écran, il le répétait sans arrêt, donc je l'ai appris par cœur malgré moi. Hatachana Haba'a, prochain arrêt. Et voilà, et tout ça finalement, simplement en apprenant un peu l'alphabet hébreu en amont, en connaissant les difficultés que j'allais rencontrer et en faisant avec, eh bien j'ai pu apprendre relativement facilement à lire, à écrire, ça sera peut-être plus compliqué, mais pas mal de choses qui m'ont permis de rendre plus facile et plus agréable mon voyage. Voilà, à présent qu'on a vu tout ça, c'est-à-dire les caractères eux-mêmes, comment ils s'enchaînaient, leur prononciation, comment les lire, avec des premières pistes pour comprendre ce qu'on arrive à lire, que retenir de ce petit défi? Est-ce que je l'ai réussi ou pas? Alors, je considère que vu mes objectifs, oui, c'était le cas, parce que mon but c'était pendant une semaine de voir tout l'aspect théorique et commencer à me familiariser avec ces caractères, pour pouvoir les reconnaître ensuite. Et pendant 2 semaines, j'ai eu amplement le temps de pratiquer sur place parce que quand on apprend un alphabet, on peut le faire très vite. Il y a vraiment plein d'alphabets, en une semaine, on peut les maîtriser. Mais par contre, par la suite, pour pouvoir lire, écrire rapidement, ça prend des mois de pratique. Alors, à ce niveau-là, c'est bon, il n'y a aucun souci. J'arrivais à lire des choses relativement simples, sachant que je m'étais vite rendu compte qu'il fallait mettre des attentes assez basses du point de vue de la lecture à cause du problème des voyelles. Et ensuite, un point essentiel, c'est que j'ai fait énormément de lecture. Normalement, je conseille de faire beaucoup d'écriture, même si on écrit beaucoup moins à la main qu'avant, parce que ça permet de retenir. Moi, j'ai fait très peu d'écriture, c'est un choix, parce que mon but, c'était surtout d'arriver à lire. Après, j'ai quand même fait un effort auquel je m'attendais pas forcément, enfin, j'avais pas prévu de le faire. C'est que j'ai téléchargé sur mon téléphone, le clavier en hébreu, ce qui m'a permis de chercher des mots. Et ça, c'est une approche qui est très très puissante, parce que si vous êtes à l'étranger et que vous voyez un mot que vous ne comprenez pas, si vous avez envie de le chercher, c'est peut-être qu'il est réellement utile. Donc c'est une approche active, ou même proactive, où c'est vous qui allez chercher les mots, plutôt qu'une approche, on va dire, réactive, une approche passive, où vous allez apprendre par cœur des listes qu'on vous a imposées, sans même savoir si les mots qui sont dessus vous seront utiles ou pas. Donc la conclusion que j'ai de ce petit défi, c'est que sur la lecture, il n'y a pas de souci concernant les lettres en elles-mêmes, j'arrive à lire des mots, j'arrive à reconnaître des mots que je connais déjà, mais après je n'arrive pas forcément à lire les choses, c'est-à-dire des mots que je connais pas parce que il n'y a que les consonnes, et parce que parfois il y a les voyelles, donc ça c'est facile, mais très souvent il n'y a que les consonnes, il n'y a même pas les signes diacritiques pour par exemple savoir si c'est un B ou un V, et donc là c'est difficile. Pour l'écriture,
Bon, ça je l'ai sous-exploité, c'était volontaire parce que c'est pas un vrai projet d'apprentissage complet. Normalement, je vous conseillerais de mettre beaucoup plus l'accent dessus que je ne l'ai fait. Et pour terminer, sur la phonétique, c'est plutôt bien fait parce qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux sons à apprendre pour un francophone. Et ça me donne une bonne base si jamais je veux continuer à apprendre l'hébreu. Et de manière générale, je me suis plutôt amusé avec ça. C'était assez sympa de sortir des langues que je connaissais normalement, de découvrir un nouvel alphabet sur une langue d'une famille que je ne maîtrise pas bien, c'est-à-dire une langue sémitique. Et en parlant de ça, en Israël, il y a aussi beaucoup de quartiers où il y a beaucoup d'inscriptions en arabe et ça m'a donné envie aussi d'apprendre l'alphabet arabe. Ce sera peut-être un défi pour une prochaine fois. Et en tout cas, j'espère qu'en ayant vu tout ça, vous avez pu voir que apprendre une nouvelle écriture, ce n'est absolument pas sorcier. Ça peut faire peur parce qu'on tombe sur quelque chose qu'on ne sait absolument pas lire, mais il y a toujours une logique dans l'écriture. Donc que vous appreniez l'alphabet hébreu ou alors un autre alphabet, voilà, j'espère que vous allez pouvoir reprendre ça et pouvoir vous en servir pour apprendre la langue de votre choix. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser un pouce parce que ça m'a demandé pas mal de travail, donc ça permettra de la faire connaître à un plus large public. Et si mes méthodes un peu atypiques pour apprendre les langues vous plaisent, je vous invite à vous inscrire à mes mails privés, donc à mes contacts en cliquant sur le lien en bas dans la description. Comme ça, vous pourrez voir des choses beaucoup plus poussées que ce que je propose normalement dans mes vidéos. Vous aurez accès aux nouveaux articles, vidéos, formations du site. Et comme ça, vous aurez aussi une mini-formation gratuite de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, qui vous servira au passage si vous voulez apprendre un alphabet différent. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Shalom Chaverim, Lichtraut.